Bonjour à tous. Merci de rejoindre ce troisième webinaire de la série spéciale post-Covid-19. Donc, ceux qui ont participé au webinaire précédent ont pu le constater. Nous faisons appel à des experts dans des domaines variés pour appréhender tout ce qui se passe en ce moment. Donc nous avons bien abordé la nouvelle communication en entreprise, les risques liés à l'inexécution des contrats. Nous aborderons dans les semaines suivantes les enjeux de la logistique et du transport, ainsi que les problématiques RH. Donc autant de sujets qui environnent notre activité. Avant de céder la parole à Madame Lepage, que nous remercions d'être avec nous aujourd'hui, je voudrais rappeler juste quelques règles et points pratiques, donc, puisque nous sommes une centaine de participants attendus. Donc, vous avez remarqué, vos micros sont coupés. Et si vous souhaitez poser des questions à Madame Lepage, vous pouvez utiliser le chat qui est en bas à droite de votre écran. Et donc, nous poserons les questions à la fin de la présentation. Nous réserverons un petit temps pour essayer de terminer à 11 heures. Un dernier point, si vous avez des soucis de connexion, du mal à entendre, vous pouvez tout à fait vous déconnecter pour passer par l'audio de votre téléphone. Donc, en quelques mots, Madame, donc vous avez été ministre de l'Environnement, eurodéputée. Docteur en droit, vous êtes avocate spécialisée en environnement et en droit public. Donc, au sein du cabinet Hublot et Lepage, vous intervenez, vous accompagnez les entreprises donc sur des sujets aussi bien donc, touchant à l'environnement, l'énergie et la santé environnementale et encore bien d'autres sujets. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous ce matin. Merci à Cosmed d'avoir organisé ce webinaire. Alors, quand M. Giroux m'a contacté, il m'a dit, écoutez, voilà, ce serait bien que vous nous fassiez un webinaire. On a cherché un sujet et je vais proposer un sujet autour de la biodiversité. Alors, pourquoi est-ce que j'ai proposé ce sujet? Parce que je vais essayer de vous démontrer en quoi il me semble, mais peut-être que les questions que vous serez amenés à me poser diront le contraire, que le sujet de la biodiversité est en train de devenir un sujet aussi important que celui du climat, et les deux sont liés, on va le voir. C'est un sujet croissant, et du reste, très récemment, le 28 mai 2020, donc c'est il y a quelques jours à peine, 30 investisseurs représentant 6 000 milliards d'euros, donc c'est quand même pas tout à fait rien, ont lancé un appel pour s'engager en faveur de mesures d'impact liées à la biodiversité. Dans le même temps, l'autorité des marchés financiers, au mois de mars, alors juste avant le confinement, le 11 mars, a publié un avis pour indiquer que désormais, lorsque les entreprises feraient mention dans leurs documents extra-financiers de mentions relatives à l'environnement et en particulier au climat ou à la biodiversité, eh bien, il y aurait des contrôles effectifs qui seraient faits de manière à éviter un greenwashing excessif, disons. Voilà, donc le sujet de la biodiversité est un sujet qui est en train progressivement de rejoindre celui du climat, même si l'opinion publique et la société civile en général n'ont peut-être pas perçu l'importance qu'avait cette thématique. Alors, mon propos sera tout d'abord de définir ce que c'est, de quoi est-ce qu'on parle, ensuite comment on le mesure, parce que ça peut paraître quand même un peu abstrait, ensuite de voir quelles sont les obligations et les opportunités pour les entreprises, et enfin, quels outils juridiques existent aujourd'hui pour prendre en considération les mesures de protection de la biodiversité auxquelles les uns ou les autres ont pu s'engager. Alors, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que la biodiversité? La biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète, c'est-à-dire l'ensemble des milieux naturels et des différentes formes de vie. Ça, c'est pour les espèces vivantes, végétales et animales. Je rappelle au passage que nous sommes une espèce. L'humanité est une espèce vivante qui participe de cet écosystème. Donc, ce sont les milieux, les formes de vie et surtout, peut-être, les interactions existant entre les organismes vivants eux-mêmes et entre ces organismes et leur milieu de vie. Donc, c'est extrêmement large. L'article L110-1 du Code de l'environnement définit la biodiversité ou diversité biologique comme la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins
et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes, ainsi que les interactions entre les organismes vivants. Donc, vous voyez, c'est extrêmement large et dans cette biodiversité, on trouve quelque chose dont je vais avoir l'occasion de reparler, qui s'appelle les services rendus par la nature. Parce que la nature nous rend gratuitement toute une série de services sans lesquels nous ne pourrions pas vivre, ou certainement pas dans les conditions dans lesquelles nous vivons, et peut-être ne pas vivre du tout. Qu'il s'agisse de la capture du carbone, qu'il s'agisse de la photosynthèse, qu'il s'agisse de l'épuration des eaux, qu'il s'agisse d'autres services, et ils sont très nombreux rendus par la nature. Ce sont des milliards d'euros, si on veut comptabiliser tout ça, bien supérieurs au PNB de tous les pays réunis du monde que nous rend la nature. Donc, c'est un élément extrêmement important à la fois de nos conditions de vie, mais aussi de nos conditions économiques. Donc, on voit bien le lien déjà qu'il y a entre les activités économiques et la biodiversité. La biodiversité, c'est aussi une bibliothèque de connaissances et d'innovations technologiques extraordinaires autour de ce qu'on appelle le biomimétisme. Alors, je ne sais pas si les uns ou les autres, vous avez entendu déjà ce mot, probablement. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la recherche-développement qui permet de comprendre comment fonctionnent les systèmes naturels pour essayer de les copier, parce que tout simplement, la nature a mis des millions d'années, voire des milliards d'années, en tout cas des millions d'années, des centaines de milliers d'années, à mettre au point des mécanismes qui marchent formidablement bien. Donc, l'idée qui a germé au cours du XXe siècle et encore plus au XXIe, c'est de copier ce qui marche bien dans la nature pour essayer d'en faire des process industriels qui ont l'avantage de bien fonctionner et de n'être absolument pas polluants. Exemple, le Kevlar, que vous connaissez, qui est un matériau extrêmement dur, extrêmement fort, mais extrêmement léger, a été conçu à partir de la toile d'araignée. Et je pourrais donner beaucoup d'exemples de biomimétisme, c'est-à-dire d'usages industriels qui ont été inventés à partir des usages reconnus dans la mis au point par la nature. Donc, on voit déjà l'intérêt que peuvent avoir les entreprises à s'inspirer de ce qui fonctionne, et je pense à vos activités, à vous dans le domaine de la cosmétique, où vous partez bien sûr de produits à la base qui sont naturels et d'interaction entre ces produits, l'importance que ce sujet peut avoir pour vous. La biodiversité, ce sont aussi des biens irremplaçables et indispensables à notre quotidien, l'oxygène, la nourriture, les médicaments et de très nombreuses matières premières. Exemple, aujourd'hui, nous savons tous que nous essayons de sortir de la société du pétrole, de la pétrochimie, de la chimie à base d'hydrocarbures, pour la remplacer par ce que l'on appelle la chimie verte. Bien, la chimie verte est une chimie qui est conçue à partir des espèces végétales et qui s'inspire précisément de la capacité de ces espèces végétales à rendre des services équivalents à ceux que les hydrocarbures nous rendent. Et puis, comme je le disais tout à l'heure pour commencer, ce sont des services environnementaux, pollinisation, contribution à la fertilité des sols, végétaux qui contribuent à l'épuration naturelle de l'eau, stockage du carbone, milieu humide qui protège contre l'érosion du littoral, etc., etc. Voilà, donc je dirais que notre vie est conditionnée par la biodiversité. Mais la biodiversité est également liée à un deuxième sujet majeur, qui est celui du climat. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'évolution climatique a une incidence sur la biodiversité et l'érosion de la biodiversité a une incidence sur le climat.
Quelques chiffres sur l'érosion de la biodiversité. Un rythme actuel de disparition des espèces entre 100 et 1000 fois supérieur à la moyenne du taux naturel d'extinction constaté sur les 10 derniers millions d'années. C'est absolument colossal. Alors, il y a quelques années, on pouvait aller se balader dans la galerie des espèces au Muséum d'histoire naturelle et à côté, vous aviez une galerie des espèces disparues. La galerie des espèces disparues, malheureusement, elle ne cesse de croître. Donc, il y a celles qui ont complètement disparu. Et puis, il y a celles dont l'état est tel qu'ils sont en voie de disparition, d'où des espèces protégées inscrites sur différentes listes, dont la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature, de l'UICN, qui sont les espèces dont la fragilité est totalement avérée et qui pourraient disparaître au cours des années qui viennent. Selon le dernier rapport de l'IPBES de mai 2019, plus de 60% des espèces d'amphibiens, près de 33% des récifs coralliens et un tiers de tous les mammifères marins sont ainsi directement menacés. Ce rapport estime qu'environ 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction au cours des prochaines décennies, ce qui n'est jamais arrivé auparavant dans l'histoire de l'humanité, au moins jusqu'à la 5e extinction, qui est celle des dinosaures. Depuis 1900, l'abondance moyenne des espèces locales dans la plupart des grands habitats terrestres a diminué d'au moins 20% en moyenne, et nous avons tous pu faire le constat, où que nous vivions sur le territoire français, que nous entendons beaucoup moins les oiseaux, que nous voyons beaucoup moins de petits animaux, que la végétation elle-même change. Parce que là, c'est aussi un effet. Alors, d'où vient cette érosion? Du changement des usages des terres et de la mer, de l'exploitation directe de certains organismes, je pense en particulier à la surpêche, du changement climatique, qui bien entendu, par la modification, que ce soit en termes de température ou en termes d'humidité, a des effets soit pour faire disparaître les espèces, soit pour les faire migrer, la pollution, bien entendu, et les espèces exotiques envahissantes. Les liens entre climat et biodiversité sont des liens étroits. La biodiversité agit sur le climat au niveau local comme au niveau global, puisque nous savons tous que les forêts et les océans absorbent du CO2, d'où la mobilisation internationale contre la déforestation, que ce soit en Amazonie, que ce soit dans le bassin du Congo ou que ce soit en Indonésie, parce que tout simplement, ce sont les poumons de la planète qui progressivement disparaissent pour laisser la place à de grandes cultures et qui réduisent considérablement nos capacités d'absorption du CO2. Alors, si d'un côté, on en émet plus et que d'autre côté, on en stocke moins, on voit très bien quel est le résultat des courses. Idem pour les océans, où on se rend compte que l'acidification des océans a des conséquences très importantes sur les capacités de stockage des océans, qui sont aujourd'hui notre grand frigidaire, si je puis dire, à CO2. Dans l'autre sens, le changement climatique modifie considérablement la biodiversité, déplacement des espèces, changement des périodes de végétalisation. On le voit bien avec la vigne, par exemple, puisqu'on récolte le raisin globalement 3 semaines plus tôt qu'on ne le récoltait il y a 25 ans. Changement dans les comportements des migrateurs, modification de la répartition des populations de poissons, acidification de l'eau des océans, etc., etc. On comprend parfaitement à ce résumé très, très court et cette synthèse très courte que je viens de faire et dont je vous prie de bien vouloir excuser les raccourcis et la simplification, qu'on ne peut pas s'attaquer au climat comme on essaye de le faire sans s'attaquer en même temps à la biodiversité parce que les deux sont étroitement liés. Et j'y ajouterai un troisième qui n'est pas dans mon propos d'aujourd'hui mais qui n'est pas loin, c'est tous les sujets de santé environnementale que bien sûr la cosmétique connaît parfaitement. Ceci étant rappelé, comment mesure-t-on les atteintes portées à la biodiversité ou les avantages qu'elle procure? Qu'à partir du moment où on essaye de passer à une appréhension économique, voire financière, qui pose de gros problèmes éthiques, mais nous allons en parler, de la biodiversité, il faut bien qu'on trouve des instruments de mesure. On est malheureusement dans une société
dans laquelle ce qui n'est pas évalué est considéré comme valant 0. Ce n'est évidemment pas le cas, ainsi que j'ai essayé de le montrer, mais pour la biodiversité, mais il n'empêche que si elle n'est pas évaluée, c'est 0. Alors, l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, le Millennium Eco Assessment, a proposé en 2005 une classification des services écosystémiques en 4 grandes catégories. Les services d'approvisionnement, ce sont tous les produits et matériaux obtenus des écosystèmes. L'eau, propre si possible, et en quantité suffisante. On sait très bien que la question de l'eau est le grand sujet du XXIe siècle. La nourriture, les fibres, etc. Deuxième type de service, les services de régulation. Les services de régulation, ils représentent les bénéfices tirés de la régulation des processus naturels. Régulation des climats, régulation des cours d'eau, régulation des maladies, régulation, on va dire beaucoup de choses, notamment sur les virus. J'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas si les uns et les autres, vous avez entendu parler d'une énorme marée noire qui se produit actuellement dans le nord de la Sibérie, dans la zone arctique. Qu'est-ce que c'est que cette marée noire? Cette marée noire, elle est due à la fonte de ce qu'on appelle le pergélisol, c'est-à-dire la zone glacée de l'Arctique qui est en train de fondre parce que l'Arctique est une des zones qui se réchauffe le plus rapidement. Et sous cette zone, les Russes ont fait passer, mais ils ne sont pas les seuls, en Alaska c'est la même chose, d'énormes pipelines. Et les pipelines ont sauté du fait précisément de la transformation du système naturel dans lequel ils avaient été enfermés. Donc il y a une énorme pollution, ce qui est déjà catastrophique. Mais s'y ajoute quelque chose qui est tout à fait préoccupant, c'est que cette fonte du pergélisol a 2 autres conséquences. La première, c'est de relarguer du méthane. Je rappelle que le méthane, c'est 1 tonne de méthane, c'est l'équivalent en termes d'effet forçatif, c'est-à-dire de gaz à effet de serre, de 24 tonnes de CO2, mais par-dessus le marché, ça libère des virus. Et des virus qui sont là depuis des millions d'années, donc auxquels les espèces vivantes aujourd'hui, dont la nôtre, n'ont jamais été confrontées. Et donc, on a derrière ça un problème sanitaire à venir qui est absolument énorme. Et, nous qui sortons tous du Covid-19, je pense que ça nous fait singulièrement réfléchir. Donc, les services de régulation, ils sont quand même hyper importants. Et si on pouvait trouver des systèmes pour arrêter cette fonte du pergélisol ou tout au moins la ralentir massivement, eh bien, nous serions très gagnants. Troisième service, les services culturels qui font référence aux bénéfices non matériels apportés par les écosystèmes et les paysages, l'esthétique, les lieux de loisirs, etc. Et enfin, les services dits de soutien qui sont nécessaires à la production des autres services. La formation des sols, le système avec les vers, par exemple, les vers de terre, la photosynthèse, le recyclage des nutriments de l'eau, etc. Il existe désormais des outils de mesure de l'impact de la biodiversité. L'un d'entre eux a été mis en place par la CDC, la Caisse des dépôts et consignations biodiversité et le Club des entreprises pour une biodiversité positive, s'appelle B4B+. Cet indice s'appelle le Global Biodiversity Score, le GBS. Il a été, je dirais, remise à jour parce qu'il y avait eu une première version en 2018, le 20 mai 2020, donc ce dont je vous parle est tout chaud, sort du four si je puis dire, et il mesure l'empreinte biodiversité des entreprises et des institutions financières de l'ordre de 80 à 85% de la biodiversité globale d'un acteur. D'autres outils sont en cours d'élaboration, notamment le consortium qui a initié la déclaration des investisseurs en faveur de la biodiversité dont j'ai parlé tout à l'heure, le projet ordonné par le Programme des Nations Unies pour l'environnement ou encore la stratégie européenne en faveur de la biodiversité présentée très récemment le 20 mai 2020 par la Commission européenne. Ce rapport prévoit d'intégrer la valeur de la nature en mesurant l'empreinte des produits des organisations sur l'environnement et en recourant par exemple à des approches fondées sur le cycle de vie des produits, des ACV, donc je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler, voire utilisent, et également sur la comptabilisation du capital naturel.
Une autre approche est celle de la facture économique totale, qui donne une mesure utilitaire globale de la facture économique d'un actif net en agrégeant différentes composantes comme la valeur d'usage direct, la valeur d'usage indirect, la valeur d'option, c'est-à-dire pourquoi je choisis tel usage plutôt que tel autre, la valeur de non-usage, c'est-à-dire comment je mesure le fait de renoncer à une activité pour protéger un écosystème ou pour protéger un service rendu à la nature. Enfin, la méthode, d'autres méthodes encore, qui permettent de calculer le préjudice porté à la biodiversité. Il y a deux méthodes qui sont proposées. Alors là, on est dans, je dirais, une phase qui n'est plus prospective, mais dans une phase défensive. Un préjudice a été causé, comment on l'évalue? C'est celle des dommages écologiques de moindre gravité, qui définit le montant du dommage par les coûts de restauration, et la méthode valeur-valeur, qui se rapporte au coût des aménagements réalisés sur un site et en dehors du site pour créer un gain de bien-être de services écosystémiques équivalents. Voilà brièvement, très brièvement résumé ce dont nous disposons. Vous voyez que c'est quand même assez riche et c'est en pleine évolution. Je rappelle que en 2008 ou 2009, Lord Stern avait sorti un rapport pour montrer l'avantage que l'humanité aurait à investir dans la lutte contre le dérèglement climatique plutôt que de laisser la situation se détériorer. Eh bien, on arrive pour la biodiversité à des analyses qui vont pouvoir produire le même type de rapport. Dans ce contexte, quelles sont les obligations et les opportunités actuelles pour les entreprises au regard de la biodiversité? Alors d'abord, les obligations. J'en aborderai 4. La première, c'est ce qu'on appelle la séquence ERC. ERC signifie éviter, réduire, compenser. Elle est applicable à tout projet depuis la loi du 8 août 2016. Lorsque un projet important ou qui est susceptible d'avoir une incidence sur des espaces ou des espèces protégées doit être mise en place, il est obligatoire de passer par cette séquence. Ça veut dire quoi? Éviter, réduire, compenser. Ça veut dire d'abord qu'on essaye d'éviter l'atteinte à la biodiversité. C'est-à-dire que le porteur de projet doit commencer par justifier qu'il ne peut pas faire autrement que faire son projet là où il propose de le faire et qu'il a étudié d'autres solutions alternatives pour éviter précisément cette atteinte portée à la biodiversité. Si on ne peut pas éviter, première séquence, on passe à la séquence 2, réduire. C'est-à-dire quelles ont été les mesures qui ont été prises pour réduire au strict minimum l'impact sur la biodiversité. Et enfin, on passe, lorsqu'on a réduit l'impact, à la phase 3, qui est celle de la compensation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que globalement la facture pour la biodiversité dans son ensemble soit neutre, voire positive. Et ça, ce sont des obligations légales, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir obtenir une autorisation environnementale, ceux qui ont été confrontés le savent pertinemment, eh bien, on est obligé de passer par cette séquence et le juge contrôle chacune des étapes sur la base d'audits qui sont à la fois techniques et juridiques, qui doivent justifier pour l'entreprise que la séquence a été convenablement suivie. Deuxième point, lors de la mise au point d'un produit, et d'un produit qui est susceptible d'avoir des conséquences sur les milieux, ça vous le savez parfaitement en cosmétique, il y a toute une série d'études et de mesures de précaution qui doivent être prises. Enfin, troisième point, au cours du fonctionnement de l'entreprise, le reporting biodiversité, comme il existe un reporting climat, qui n'est pas obligatoire sauf dans le cas dans lequel je vais venir et qui est mon point 4, est quelque chose qui progressivement se met en place sur la base d'un reporting extra-financier et dans le cadre
de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises et dans le cadre de l'application des principes ESG pour les investisseurs et les entreprises financières. Et comme je le rappelais tout à l'heure, l'AMF exige maintenant réellement un contrôle sur les indications qui sont données dans ce reporting extra-financier pour apprécier si réellement ce dont l'entreprise se prévaut est réalisé. Et puis enfin, pour les grandes entreprises, c'est-à-dire les CA, les sociétés anonymes dont l'effectif ou le chiffre d'affaires dépasse 20 millions d'euros de bilan, 40 millions de CA et 500 personnes, ou 100 millions de bilan, 100 millions de CA et 500 personnes pour les sociétés non cotées. Là, maintenant, il y a une obligation de déclaration de performance extra-financière qui est prévue à l'article L 225-102-1 du Code de commerce et qui doit contenir les mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité. Voilà, ça c'est pour, je dirais, le chapitre obligation, celui auquel on ne coupe pas. Mais, et nous le savons tous, quand il y a des obligations, il peut être très intéressant pour l'entreprise de faire de cette obligation une opportunité. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on est le premier à se mettre sur un secteur ou à la fois mettre en place puis communiquer sur des mesures qui sont prises, il est possible de prendre un leadership sur ce secteur. Mais en dehors de cela, il y a toute une série d'opportunités et je voudrais en citer également 4. La première, c'est celle du biomimétisme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un secteur industriel économique qui est en forte progression, avec beaucoup de start-up qui analysent avec des investissements en R&D ce qui se passe dans les milieux naturels pour ensuite le reproduire. Alors, je citerai par exemple le domaine des algues, qui est aujourd'hui un secteur qui est en plein développement à la fois sur le plan énergétique, sur le plan médicamenteux, sur le plan alimentaire, énormément de choses. Les algues et leur fonctionnement est à la base de tout un secteur économique qui se développe de manière extrêmement active. Deuxième opportunité, les unités de compensation écologique. Je parlais tout à l'heure de l'obligation de compensation de la loi biodiversité et de la séquence ERC. Il est possible d'acheter des unités de compensation pour participer au financement d'actions mises en place dans le cadre d'un site naturel de compensation. Ces actions doivent faire l'objet d'un agrément de l'administration, article L163-1 du Code de l'environnement. Mais les unités de compensation, on peut aussi se les fabriquer, c'est-à-dire qu'une entreprise qui va disposer d'un espace naturel va pouvoir créer sur cet espace naturel, avec un certain nombre de règles, je vais en redire un mot dans un instant, mais je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, des unités de compensation qu'elle va pouvoir monnayer, et donc ça peut être un atout pour l'entreprise. Troisièmement, les engagements de différents organismes en faveur de la biodiversité. Je parlais tout à l'heure de la déclaration des investisseurs du 28 mai 2020 qui appelle à des mesures concrètes d'impact liés à la biodiversité que les entreprises vont pouvoir mettre en œuvre et par voie de conséquence valoriser. Et puis enfin, se prévaloir, là je suis à mi-chemin entre l'offensif et le défensif, si je puis dire, éviter de créer des dommages environnementaux qui sont finalement très coûteux et qui le sont de plus en plus, puisque le préjudice écologique est désormais indemnisé tant par la jurisprudence et l'arrêt Erika que j'ai obtenu devant la Cour de cassation en 2012 que par la loi qui a été modifiée, le Code civil a été modifié sur ce point il y a quelques années. Et donc, éviter de créer des dommages environnementaux, c'est assurer aussi la sécurité juridique de son entreprise. Je terminerai avec les nouveaux outils juridiques et économiques qui peuvent être utilisés. Alors,
Tout d'abord, les paiements pour services environnementaux, les PSE, paiements pour services environnementaux. Comment définit-on un PSE? C'est une transaction volontaire ou un service environnemental bien défini ou un usage du sol qui fournit ce service, par exemple la photosynthèse, est entre guillemets acheté par au moins un acheteur à au moins un fournisseur de service, si et seulement si le fournisseur assure la fourniture du service environnemental. La rémunération peut être diverse, elle peut être fiscale, si c'est l'État qui organise le système, par exemple, une fiscalité plus favorable sur un foncier non bâti qui va s'engager à pérenniser des services environnementaux. Ça peut être le financement, ça peut être une fiscalité positive avec des aides pour le financement d'opérations de réhabilitation. Exemple de PSE, les mesures agro-environnementales et climatiques qui sont prises dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre de la PAC, qui visent à promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Elles sont souscrites par des personnes physiques ou morales exerçant des activités agricoles qui s'engagent volontairement pour une durée au moins de 5 ans à respecter un cahier des charges et en contrepartie, elles reçoivent des rémunérations dont le montant est calculé au regard des surcoûts et des pertes occasionnées par ces engagements. Vous savez que nous sommes en période de renégociation de la PAC et dans le cadre du Green Deal vert qui est actuellement négocié au niveau européen, il est tout à fait clair que la biodiversité va jouer dans la PAC future un rôle beaucoup plus considérable. L'objectif, c'est quoi? C'est d'encourager le maintien d'une fonctionnalité écologique, support d'un service écosystémique ou restaurer un tel service, ou encore indemniser le fait de se priver pour le propriétaire d'un certain nombre d'actions qu'il aurait pu mettre en œuvre et qu'il ne met pas en œuvre précisément pour que le service écosystémique soit rendu ou pour que la fonctionnalité écologique demeure. Deuxième outil, ce qu'on appelle les ORE, les obligations réelles environnementales. C'est un outil assez nouveau, il a été créé par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, il est codifié aujourd'hui à l'article L132.3 du Code de l'environnement. C'est un outil qui est directement inspiré du droit anglo-saxon, qui s'appelle les servitudes de conservation. C'est un nouvel outil juridique en droit français qui permet à un propriétaire foncier, public ou privé, de mettre en place de manière volontaire des mesures de protection de l'environnement grâce à un contrat qui passe avec une personne morale, garante d'un intérêt environnemental qui peut être une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement. Ce contrat fait naître à la charge du propriétaire et des propriétaires ultérieurs du bien, puisque c'est une obligation qui suit le terrain et qui n'est pas celle du propriétaire à proprement parler, des obligations réelles, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion, la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. Article L132-3 du Code de l'environnement. Cette obligation réelle, qui est, comme je le disais il y a un instant, attachée au bien et non à la personne du débiteur, se transmet de contrat en contrat pour une durée fixée librement par les parties, qui a une durée maximale, comme les baux amphithéotiques, de 99 ans, puisque les engagements perpétuels ne sont pas possibles. Alors, quelques exemples d'engagements auxquels peut s'engager le propriétaire d'un bien immobilier dans le cadre d'une ORE: replanter des haies ou des bosquets pour maintenir ou renforcer ou restaurer la continuité écologique, restaurer une mare, reconstituer des sols plus favorables à la biodiversité, ne pas artificialiser un terrain, ne pas employer de produits phytopharmaceutiques ni de polluants potentiels sur un terrain à enjeu pour les eaux superficielles ou souterraines. Ce contrat ORE peut être utilisé pour mettre en œuvre les mesures de compensation environnementale dont nous avons parlé tout à l'heure dans la séquence ERC. Il est établi sous forme d'un contrat authentique et fait naître une obligation réelle. Il n'est pas enregistré, n'est pas taxé, c'est suffisamment rare pour le souligner.
par la taxe de publicité foncière. Et les communes peuvent décider d'exonérer de taxes foncières sur les propriétés non bâties les propriétaires ayant conclu une ORE, donc il peut y avoir un avantage fiscal. Enfin, de nouveaux usages d'outils juridiques existants peuvent être envisagés. La fiducie, qui peut constituer un outil de mise en œuvre d'une obligation de compensation. De quoi s'agit-il? Selon l'article 2011 du Code civil, la fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés ou un ensemble de biens, de droits et de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. Donc, c'est une opération qui permet au maître d'ouvrage d'un projet, qui est obligé de mettre en œuvre des mesures compensatoires, de les confier à un tiers qui est chargé de les gérer et qui en assume pour une part la responsabilité contre une rémunération. C'est une forme quand même de démembrement du droit de propriété. Donc, vous voyez, on est en face sur un sujet qui peut-être pouvait paraître à un certain nombre d'entre vous assez réduit, assez limité. En fait, on est en face d'un nouveau pan à la fois d'activité économique, d'évaluation économique, d'évaluation financière et d'outils juridiques. C'est donc quelque chose de très important pour le monde de l'entreprise et je suis heureuse d'avoir pu partager ce moment avec vous. J'ajoute un point, en relisant mon texte, j'ai vu qu'il était encore truffé de fautes d'orthographe, ce dont je vous prie de m'excuser, donc je vais vous en renvoyer un propre dès la fin de ce webinaire. J'attends vos questions, bien entendu, si vous en avez. Madame, a priori, il n'y a pas encore de questions. Est-ce que vous pourriez nous dire, avec tout, effectivement, il y a beaucoup d'outils qui seraient à la disposition des entreprises, peut-être les entreprises de cosmétiques ont peur de se perdre un peu dans ce méandre. Est-ce que vous pourriez les aiguiller un peu sur ce qui est possible de faire quand on est une entreprise de cosmétiques? Comment agir? Je dirais que tout dépend de savoir déjà le type de produit. Si l'entreprise de cosmétiques a des terrains, si elle a des contrats avec des sous-traitants qui vont eux-mêmes produire des fleurs, produire, je pense notamment à toute la cosmétique bio avec laquelle j'ai une certaine habitude de travail, il y a évidemment beaucoup plus d'opportunités que pour une entreprise de cosmétiques qui va être seulement une usine avec des services sur un site qui est complètement urbanisé, si je puis dire, et où il n'est pas question d'unité de compensation, etc. Sauf à l'entreprise d'en acquérir pour les valoriser, pour les faire entrer dans son patrimoine. Là, on est plus dans une opération de nature financière, mais c'est aussi quelque chose qui peut se faire. Donc, c'est très difficile de répondre de manière très générale, si vous voulez, à cette question. Chaque cas est un peu un cas particulier en fonction des produits, en fonction de la méthode de fabrication, en fonction du site dans lequel on fabrique, en fonction de l'écosystème de l'entreprise elle-même. Donc, c'est très difficile de vous répondre de manière générale. J'ai essayé de faire un petit panorama. Ensuite, je peux bien sûr, je dirais, davantage personnaliser ma proposition. Mais là, je ne peux pas aller beaucoup plus loin à titre général parce que ce que je dirais pour l'un ne vaudra pas pour l'autre, donc ça n'aura pas de sens. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. Alors, quels peuvent être des KPIs à mettre en place dans une entreprise sur la biodiversité? Pardon, j'ai pas entendu la question. Alors, je ne comprends pas bien moi-même la question qui est posée. Des KPIs, oui, ça vous dit quelque chose, à mettre en place dans une entreprise sur la biodiversité. Des KPIs? Peut-être que la personne s'est mal exprimée, je pense. Je ne sais pas ce que c'est. J'avoue mon ignorance, je sais. On a une remarque, si toutes les entreprises se mettent sur le même secteur, par exemple le secteur des algues,
il y aura un problème d'approvisionnement et donc une atteinte à la biodiversité. Oui, c'est vrai, sauf que les algues, on arrive très bien à les cultiver en laboratoire, hein, quand même. J'ai visité pour ma part plusieurs labos en Bretagne, notamment, où il y a des cultures en laboratoire. Mais c'est toujours pareil, les algues, elles se développent bien quand le milieu marin remplit un certain nombre de conditions. Si le milieu marin est détruit, il y en aura moins. Il ne faut pas de surexploitation, que ce soit pour les algues ou pour autre chose. Mais l'avantage des algues, encore une fois, c'est qu'elles peuvent être cultivées à partir d'algues mères, si je puis dire, assez facilement en laboratoire. Alors, j'ai une autre remarque d'une entreprise. Mon bureau est en limite du plateau de Beauce. Donc, plutôt que des aides à la biodiversité, il me semblerait plus pertinent de prévoir des amendes pour l'atteinte à la biodiversité. La terre de Beauce est devenue stérile. Lorsque l'on marche sur les chemins le long des champs, le constat est catastrophique. Les agriculteurs pompent dans la nappe phréatique, la pollution chimique traverse le sol et se concentre en profondeur donc, dans la nappe. Les analyses de l'eau de ma commune sont éloquentes. Les autorités pourraient-elles être plus efficaces vis-à-vis de l'agriculture conventionnelle? Voilà. Donc, la biodiversité du parc du Gâtinais. D'accord à 300%, à 500%, toute une série de combats que je mène au cabinet le sont autour de ces sujets-là. C'est extrêmement difficile parce que le monde de l'agriculture conventionnelle est très, très bien organisé, très, très bien défendu, qu'il est extrêmement difficile d'obtenir ne serait-ce que l'application de la loi, que la France se fait poursuivre au niveau communautaire. Nous avons eu notamment pour les nitrates toute une série de condamnations, visiblement effet zéro. Ça continue comme si de rien n'était, voire le problème des algues vertes en Bretagne. On parlait des algues tout à l'heure. Nos eaux sont profondément polluées. Il y a des produits, par exemple, moi j'ai interdit, il y a 25 ans, quand j'étais ministre, j'ai interdit le lindane. Ça a été un combat titanesque, mais enfin j'ai fini par le gagner. Je l'ai perdu sur l'atrazine, je l'ai gagné sur le lindane. L'atrazine a été interdite en 2002, ça fait quand même près de 20 ans. Eh bien, l'atrazine est aujourd'hui un de nos premiers polluants des rivières avec le glyphosate et le Roundup, mais le lindane est encore extrêmement présent, ce qui veut dire que tous ces produits n'ont rien de biodégradable et qu'il n'y a aucun investissement qui est fait pour essayer de dépolluer ce qui existe. Et, on a un système agricole qui continue à favoriser outrageusement l'agriculture conventionnelle, d'où l'importance des débats qu'il va y avoir sur la PAC et l'idée de donner une part très importante à la biodiversité dans la PAC pour orienter différemment les subventions devrait quand même avoir un certain nombre d'effets. Mais je suis d'accord avec la question, qui est une affirmation, c'est tout à fait vrai. Et là-dessus, il n'y a pas de bonus-malus qui fonctionne dans le monde agricole. Alors, c'est ce qu'il faudrait. On a plutôt un bonus-malus à front renversé. Alors, j'ai encore quelques questions qui s'affichent. Pensez-vous que les ingrédients cosmétiques technologiques, mais pas nécessairement bio ni même naturels, ont un avenir? La nature ne commence-t-elle pas à susciter des méfiances, surtout dans le cadre pandémique actuel? C'est très, très difficile de répondre à cette question. La nature, dans la nature, il y a de tout, nous le savons tous. Les champignons vénéneux, c'est de la nature et il vaut mieux pas en manger. Donc oui, bien sûr qu'il y a des problèmes qui peuvent être posés par des produits naturels. La difficulté à laquelle nous nous heurtons, c'est que nous sommes devenus une société tellement chimique que il devient extrêmement difficile de mesurer l'impact réel de ces produits chimiques sur l'environnement et la santé, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas, par exemple, mesurer les effets cocktails. Alors, vous pouvez avoir des produits qui sont extrêmement bien, si je puis dire, examinés, surveillés et qui sont d'origine artificielle. Je n'en disconviens pas du tout. Le problème, c'est qu'il y a cela et il y a les autres et que le tout se mélange. Que donc, si nous voulons, je dirais, relier à la fois la biodiversité, c'est-à-dire le fait que ce que nous utilisons n'ait pas d'effet nocif
sur les écosystèmes vivants et sur notre santé, il faut bien qu'on arrive à un équilibre un peu différent de celui que l'on a aujourd'hui, très clairement. Très bien. Alors, je reviens sur la question précédente avec les KPI, je n'avais pas compris. Oui. C'était, donc, on parlait des indicateurs de performance. Les Key D'accord. Performance Okay. Indicators. Voilà. Okay. Donc, quels sont les indicateurs à mettre en place par les entreprises sur la biodiversité? Voilà, c'était la question. Alors, justement, je pensais que ça pouvait être ça, mais comme je n'étais pas sûre, je vais me dire que je ne sais pas. C'est tout ce que l'on appelle les évaluations extra-financières. Donc, d'abord, il y a des outils très simples. Il y a des outils qui permettent de suivre l'évolution des espèces. On fait de la comptabilité. Quand vous faites, par exemple, vous dites pour une étude environnementale, vous allez surveiller sur un an les petites bestioles, vous allez regarder vos espaces protégés, voir comment ils évoluent, etc. On peut avoir des critères simplifiés pour suivre ce genre de choses. Ce à quoi la CDC biodiversité s'est attachée, c'est d'avoir une espèce d'index global que les entreprises pourraient utiliser, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet précisément d'avoir 80% à peu près de l'empreinte ou 85% de l'empreinte écologique de l'entreprise. Et donc, comme c'est un critère qui maintenant est assez canalisé, c'est un critère qui pourrait être retenu et valorisé par l'AMF qui considère que dans beaucoup de cas, les évaluations extra-financières actuelles ont été un peu fantaisistes. J'ajoute que pour répondre de manière plus complète à ce sujet, vous pouvez vous reporter à la loi énergie qui a été votée en novembre 2019, qui impose désormais aux grandes entreprises dont j'ai parlé un reporting biodiversité et qui donc détaille dans les décrets le type de critères qui sont à prendre en considération. On a encore une question sur le programme Restore.earth. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Voilà. Est-ce que ça permettrait de… Allez-y, je vous en prie. Pardon. Oui, alors si vous voulez, il y a une série de programmes, d'abord qui existent au niveau du Millennium Assessment, c'est-à-dire au niveau des Nations Unies, et ensuite vous en avez d'autres au niveau communautaire. Je rappelle en plus que nous devions avoir cette année 2 très grandes manifestations qui étaient destinées à, je dirais, doper tous les programmes qui soient internationaux, communautaires de biodiversité, à savoir le congrès de l'UICN à Marseille qui devait se tenir la semaine prochaine et la COP 15 biodiversité qui devait se tenir à Pékin, je crois, au mois de décembre de cette année. Tout ça est reporté à 2021. Mais on voit bien que tous ces programmes qui sont dotés d'un peu d'argent, mais franchement pas beaucoup, hein, sont destinés à lancer des mouvements. Mais ensuite, derrière, il est très difficile de descendre à des échelles plus locales, c'est-à-dire celles des entreprises elles-mêmes. Mais vous avez pas mal de programmes communautaires, vous avez notamment tous les programmes LIFE également, qui sont intéressants. Alors, j'ai encore 2 questions. Il y a quelqu'un qui vous remercie pour votre franchise dans votre réponse. C'est votre engagement sur le terrain depuis de nombreuses années. Des questions qui arrivent sur la biodiversité et les parfums. Est-ce un duo compatible? Quelles sont les possibles difficultés rencontrées? Je vais vous dire, j'ai un problème personnel pour répondre à cette question parce que mon père a été né toute sa vie. NZ, j'entends. Donc, je suis une fille des parfums. J'ai été élevée dans les parfums. Donc, j'aurais beaucoup de mal à vous dire que parfum et biodiversité, ça ne peut pas fonctionner parce que pour moi, les parfums à la base, ils viennent de la biodiversité. Et je me souviens, enfant, de toutes les fioles qui encombraient le bureau de mon père et où il m'expliquait
d'où ça venait, comment c'était fabriqué, d'où c'était extrait. Je me souviens de tous ces amis grassois, etc. Donc, si vous voulez, j'ai beaucoup de mal, à titre personnel, à répondre à cette question. Non, je pense qu'il faut absolument arriver à allier les deux parce qu'on ne peut pas avoir des parfums qui seraient destructeurs de la biodiversité et une biodiversité et des parfums qui se feraient sans la biodiversité. C'est pas possible. Dans mon esprit, c'est pas possible. Alors, on comprend effectivement que vous ayez une position particulière sur ce sujet. Quelle place, selon vous, pour les biotechnologies dans l'élaboration de produits naturels? Tout dépend de ce que vous allez appeler les biotechnologies. Je ne suis pas une camarade des OGM, comme chacun sait. Non pas parce que Alors, d'abord, je pars du principe que une biotechnologie, une technologie quelle qu'elle soit, n'est pas bonne ou mauvaise en elle-même. Elle est bonne ou mauvaise en fonction de l'usage qu'on en fait. Donc, je ne suis évidemment pas a priori contre les biotechnologies. Ce serait complètement idiot. Par contre, l'usage qu'on en fait est un rapport coût-avantage positif est pour moi quelque chose d'absolument essentiel. Si je me suis battue depuis 25 ans contre les OGM et contre les nouveaux OGM aujourd'hui avec les systèmes de mutagénèse améliorés, c'est parce que je ne voyais pas le bénéfice collectif que l'on pouvait en retirer. Et à mon sens, avant de faire des évaluations de risque, la première question est de savoir s'il y a un avantage collectif. S'il n'y en a pas, ce n'est pas la peine de courir un risque. Si ensuite il y a un avantage collectif, alors ça devient intéressant de se poser la question du risque. Voilà la manière dont je raisonne. Elle est peut-être un peu simpliste ou simplette, j'en sais rien. Mais enfin, c'est celle que j'essaie d'appliquer. Alors, il me semble qu'il y a une dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Visiblement, les pollueurs ne sont pas toujours les payeurs. Les gouvernements n'agissent pas sur les entreprises avec les lobbies. Faut-il attendre que les consommateurs agissent? Alors, puisqu'il me reste quelques minutes, je vais quand même vous parler de quelque chose d'autre. Je pense qu'on assiste aujourd'hui à une véritable révolution juridique dans le monde, pas seulement en France. Cette révolution, elle vient d'une inefficience, d'une inefficacité des États pour s'attaquer à nos problèmes collectifs, aux problèmes planétaires, soit le climat, la biodiversité, la santé environnementale, tout ce que vous voudrez. Et donc, depuis, je dirais, 4-5 ans, on assiste à l'émergence de ce qu'on appelle la justice climatique et qui a été suivie de près par la justice sanitaire et une justice biodiversité commence derrière à émerger. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'actions qui sont lancées parfois par des collectivités publiques, parfois par des ONG, parfois par des fondations, Children's Trust par exemple aux États-Unis, pour obtenir que les États fassent leur travail ou que les pollueurs payent. Alors, ça a commencé avec la justice climatique, avec deux types d'actions, des actions en carence climatique, c'est-à-dire attaquer un État parce qu'il ne fait pas son travail. C'est ce qu'ont fait les Hollandais avec succès dans une affaire qui a tourné tout autour de la planète, qui s'appelle Urgenda, une association qui signifie urgence d'agenda, et qui a fait condamner jusqu'à la Cour suprême néerlandaise les Pays-Bas pour n'avoir pas suffisamment pris de mesures de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Je conduis actuellement en France une action comparable pour la ville de Grande-Synthe, qui est aujourd'hui soutenue par les villes de Paris et de Grenoble, pour la même chose. Et puis, il y a les actions responsabilité qui sont menées contre des entreprises par des villes. Ça a été le cas aux États-Unis. De nombreuses villes de la côte Est et Ouest ont poursuivi les sociétés pétrolières pour obtenir des indemnisations. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand les uns obtiennent une jurisprudence dans un pays, donc c'est national, cette jurisprudence, en fait, elle est réutilisée par les autres. Et Urgenda est utilisé en France, on est voisins, mais de manière plus curieuse, a été utilisé en Australie à propos d'une autorisation de forage pour du charbon, de puits de charbon.
Donc, on voit que progressivement, il y a une espèce d'alliance entre la justice et la société civile qui se met en place et qui invente un droit international qui se construit à partir des droits nationaux. Et on a la même chose pour les pesticides. Avec les affaires Monsanto, vous avez exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qui se passe aux États-Unis est utilisé en France. Les succès qu'on a pu avoir en France, on les utilise au niveau européen et ainsi de suite. Et ainsi, un droit se construit qui est un droit international qui n'est plus, comme on dit souvent, westphalien, c'est-à-dire issu du traité de Westphalie et venant des États, mais qui est un droit qui se crée à partir des sociétés nationales. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est extrêmement important, assez révolutionnaire, il faut dire les choses comme elles sont. Alors certains peuvent dire c'est pas normal, c'est le gouvernement des juges, où est la démocratie là-dedans, tout ça c'est vrai, bien sûr. Mais il n'empêche que si les États font pas leur boulot et qu'au bout du compte, c'est l'humanité qui plonge, on est quand même un peu ennuyé, quoi. Voilà, donc ça, je pense que c'est très important et ça oblige quand même à se mettre un peu en ordre de bataille. Vous voyez les soubresauts sur l'entreprise Bayer, sur la valeur des actions, quand une entreprise se comporte mal, le risque de réputation, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont en train de changer profondément le comportement des entreprises. Un très grand merci, madame. Je pense qu'on va s'arrêter là. Très bien. Je vous renvoie un texte propre parce que franchement, j'ai honte. Donc, je vais ça tout de suite et je vous le renvoie. Voilà. Très bien. Nous le diffuserons aux participants. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.